Birahim Nsek, coordonnateur général du Forum Civil. Le Forum Civil, c'est la section sénégalaise de Transparency International, vice-président de Tax Justice Network Africa, une organisation panafricaine qui lutte contre les flux financiers illicites, et co-organisateur de cet atelier qui réunit l'Union africaine, la CODA, Trust Africa et l'Union des avocats panafricains. Nous pensons que c'est l'Afrique qui est en train de réfléchir et d'essayer de trouver des solutions par rapport aux problèmes africains. Nous pensons fondamentalement que quand nous parlons de secteur extractif, nous avons un secteur au niveau africain qui est gangréné par les flux financiers illicites. Et quand on dit flux financiers illicites, c'est un secteur extractif qui est gangréné par la corruption, c'est un secteur qui est gangréné par toutes sortes de criminalités transfrontalières, mais également c'est un secteur qui est gangréné par ce qu'on appelle les prix de transfert. Pour le premier aspect également qui est lié à la corruption, nous pensons que l'affaire Glencore, qui est cette entreprise suisse qui a été épinglée ou bien qui a été citée également dans des cas de corruption, est un exemple patent pour que les Africains se réveillent davantage pour protéger leurs ressources, mais également être beaucoup plus exigeants par rapport aux entreprises qui exercent au niveau africain. Non seulement, quand nous parlons d'exigence, c'est non seulement d'amener ces entreprises internationales ou multinationales à disposer de normes ou bien de règles de conformité pour prévenir la corruption. Nous pensons qu'on doit tirer des leçons de l'affaire Glencore. Au-delà de la question de demander des réparations à Glencore, ce qui est tout à fait normal, mais nous pensons qu'au niveau du Forum Civil, les Africains doivent être beaucoup plus proactifs et qu'ils cessent quand même d'être réactifs. La proactivité veut dire quoi? Nous devons travailler, organisation de la société civile, journalistes, gouvernement, à demander aux entreprises fondamentalement de disposer de normes de lutte contre la corruption et que ces normes soient publiées et qu'ils soient mises à jour en fonction également des délais définis en accord parti entre les entreprises, les organisations de la société civile et les journalistes. Je pense que ça également c'est un premier pas qu'on doit faire pour aller dans la prévention contre la corruption, surtout au niveau des entreprises. L'autre aspect également, c'est d'encourager les États à disposer d'organes, mais également de normes législatives résilientes contre la corruption. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous félicitons de l'initiative qui a été prise par la CODA pour disséminer la norme africaine, ou bien la décision africaine qu'on appelle la position africaine pour le recouvrement des avoirs criminels, la CAPAR. Je pense que c'est une position africaine assez importante qu'il faudra vulgariser pour que dans les différents États, qu'on puisse avoir des normes de lutte contre la corruption résilientes, qu'on puisse disposer également d'institutions de lutte contre la corruption résilientes, mais également que la coopération, l'entraide et les demandes de renseignement fonctionnent, mais qu'ils soient sanctionnés de redevabilité et de transparence. Déjà, il y a une réponse qui a été apportée par l'Union africaine en 2020 en prenant la décision d'adopter une position commune qu'on a appelée la CAPAR, la position africaine pour le recouvrement des avoirs criminels. Cela veut dire quoi? Faire la promotion de toute norme qui va dans le sens de promouvoir la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif. Comment faire pour disposer de lois ou bien de normes pour permettre aux citoyens d'accéder à l'information
comment faire également pour que les populations puissent disposer de normes pour protéger les lanceurs d'alerte, mais également comment renforcer les dispositifs de lutte contre la corruption pour qu'ils disposent de moyens nécessaires d'avoir des statuts d'office de police judiciaire, mais également d'intervenir contre ce qu'on appelle les personnes politiquement exposées. Je pense que cette norme CAPAR également est un élément important parce que ça mesure toutes les dispositions qui vont dans le sens de promouvoir la coopération et l'entraide judiciaire. Bien vrai qu'il y a des niches de coopération formelles ou informelles qui sont souvent mises en œuvre par le gouvernement, mais le citoyen en tant que tel n'a pas l'information. Le citoyen n'a pas l'information sur les résultats ou bien les produits issus des échanges d'informations entre les différents États ou bien même entre un organisme international et un État. Donc, la position africaine de recouvrement des avoirs criminels vient pour accompagner, pour éclaircir la voie de la lutte contre la corruption, mais également la voie de la lutte contre les flux financiers illicites de toutes sortes, que ce soit les flux financiers, que ce soit également les flux par nature, mais qui sont illicites, ça peut être également des objets d'art et autres. Donc, il appartient aux différents États, chaque État africain, de mener des politiques de plaidoyer, de sensibilisation, mais également de renforcement des capacités autour de cet instrument de l'Union africaine. Donc c'est le moment également de féliciter, comme je dis encore une fois, l'Union africaine, la CODA, Trust Africa, l'Union également des avocats africains, véritablement pour leur accompagnement. Et nous pensons que cet atelier n'est que le début pour qu'il y ait une dissémination sérieuse, mais également une dissémination effective de cette position africaine de recouvrement des avoirs criminels. Oui, c'est vrai que le cas Glencore est cité comme un cas énigmatique au niveau africain parce que ça a permis à d'autres pays qui ne sont pas africains de profiter de ce contentieux. C'est vrai que le Sénégal ne fait pas partie des pays qui ont été impactés par le contentieux Glencore, mais n'oublions pas que le Sénégal a son cas qu'on appelle Petro-Tim. Bien que les juridictions nationales avaient sanctionné un contentieux suite à un appel à témoins qui a été lancé par l'ancien procureur de Dakar, l'ancien procureur de la République, actuel président de l'Office national de lutte contre la corruption. Cet appel à témoins qui avait poussé à certaines organisations de la société civile, à certaines personnalités politiques, de répondre à la justice pour produire ce qu'ils avaient comme élément de preuve pour éclairer le juge sur le cas Petro-Tim. Et on sait que après une instruction du juge d'instruction, cette affaire a été sanctionnée par un non-lieu. Mais nous rappelons qu'au Forum civil, nous avions déjà dit au doyen du juge que même s'il y a un non-lieu, nous ne pensons pas que également cette affaire connaissait son épilogue. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés beaucoup plus loin en discutant également, en échangeant, en coopérant avec le Transparency International que nous représentons au Sénégal pour voir dans quel sens on pourrait saisir des juridictions au niveau international. Ce que Transparency et le Forum civil et d'autres également sections de Transparency ont fait au niveau international en déposant des plaintes aux États-Unis, en Australie, en Angleterre et dans d'autres pays. Et fort heureusement, nous pensons qu'aujourd'hui, l'affaire est en train de bouger aux États-Unis. Et d'ici quelque peu, le Forum civil va communiquer de façon beaucoup plus structurée sur l'avancement de ce dossier qui concerne Petro-Tim. Donc, même si on n'a pas Glencore, mais le Sénégal également a le cas Petro-Tim. Et à côté également des cas Petro-Tim, aujourd'hui se pose avec acuité le débat sur la transparence dans la gestion des ressources extractives au niveau du Sénégal, que ce soit le domaine du gaz
donc les hydrocarbures, le gaz et le pétrole, mais également que ce soit le domaine des mines. Parce que le mal du Sénégal, et d'ailleurs qui est le mal de beaucoup de pays africains, c'est notre manque ou bien notre déficit de maîtriser notre potentiel. Et je pense que si on ne maîtrise pas notre potentiel, il est difficile, voire impossible de se fier à une modélisation économique ou bien financière qui puisse nous donner également des résultats sur les ressources qu'on doit récolter dans l'exploitation du gaz ou bien dans l'exploitation du pétrole. Donc nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des données, de les analyser sur le potentiel que dispose le Sénégal. Malheureusement, au Sénégal, la structure qui est dédiée à cet exercice, c'est le COS Pétrogaz. Malheureusement, en tout cas, s'ils font également ces analyses ou bien s'ils collectent ces données, le citoyen en tant que tel n'a pas l'information parce qu'il n'y a pas encore un rapport qui est produit par le COS Pétrogaz pour informer les Sénégalais sur le potentiel que le Sénégal dispose du gaz et du pétrole, mais également la situation de référence même des différents projets qui sont exécutés au niveau du Sénégal, hormis les informations qui sont souvent produites par les entreprises. Donc c'est les entreprises qui informent le gouvernement et le gouvernement également se charge d'informer les populations. Alors que ça devait être le contraire. Il appartient au COS Pétrogaz, à travers un rapport, à travers des points de presse, à travers également des communiqués, d'informer les populations sur l'état d'avancement des projets, mais également sur le potentiel que dispose le Sénégal en matière de gaz et en matière de pétrole. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait maîtriser la transparence, c'est comme ça qu'on pourrait maîtriser ce qu'on devrait récolter en termes de ressources financières dues à l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc, ce sont ces enjeux-là qu'on doit impérativement maîtriser au Sénégal, mais pas simplement se contenter d'une communication du gouvernement qui nous dise que oui, la norme ITIE du Sénégal a été évaluée à 93 points sur 100. Le Sénégal est un meilleur élève. Ok, on a 93 points sur 100, mais allez-y à Dar Khoudoss, allez-y à Taïba Ndiaye, allez-y à Ounaré, allez-y à Ndendori, allez-y à, si vous voulez, à Mako, allez-y à Tombronkoto, allez-y à Khosanto, allez-y à Sabodola. Les populations souffrent. Quelle est la valeur d'une norme qui vous donne une note de 100%, qui vous donne une note également de 99% ou de 93%, alors que vos populations souffrent, alors que les populations n'ont pas une information claire sur les ressources qui sont générées par le secteur. C'est pourquoi il faudrait que, fort heureusement d'ailleurs, je pense que l'ITIE commence à comprendre que le problème africain, c'est un problème de corruption. C'est pourquoi ils ont adopté également une norme sur la corruption. Que le problème des Africains, c'est le problème des flux financiers illicites. Le problème des Africains, c'est le problème de partage équitable des ressources publiques pour lutter contre les inégalités. Donc nous attendons fondamentalement l'ITIE et toutes les organisations, toutes les instances, y compris l'État, d'aider les populations à vivre de leurs ressources. Parce que des ressources, on en a au Sénégal. Que ce soit des ressources pétrolières ou gazières, que ce soit des ressources également qui sont issues des mines et les autres extractions comme, si vous voulez, le poisson, l'halieutique. Les Sénégalais en ont, le Sénégal en a. Mais malheureusement, les populations n'en bénéficient pas. Nous nous avons dit, c'est vrai qu'il est important de s'insérer dans un agenda global, dans un agenda international. C'est vrai, l'Afrique doit parler de la transition énergétique. L'Afrique doit parler de la transition juste et équitable. Mais, comme nous l'avons dit, il ne faudrait pas qu'on laisse de côté notre priorité qui constitue également une maladie, c'est-à-dire la corruption. Et qui parle de corruption, parle de flux financiers illicites. Qui parle de flux financiers illicites, parle de prix de transfert. Qui parle de flux financiers illicites, parle de paradis fiscaux. Donc, est-ce qu'on devrait laisser le débat sur les paradis fiscaux qui continuent à alimenter les flux financiers illicites, qui continuent à faire perdre les Africains leurs ressources au profit également de la transition énergétique? Je pense que non. Même ce débat-là
n'arrangent pas ce qu'ils entretiennent. Je pense que l'intérêt de l'Afrique, c'est fondamentalement de parler de la lutte contre la corruption à tous les niveaux, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit également au niveau des sociétés, que ce soit surtout au niveau des gouvernements. L'intérêt de l'Afrique, c'est de parler de ces criminalités financières qui continuent à alimenter d'autres formes également de criminalité, par exemple le terrorisme, parce que toute forme de financement du terrorisme provient de ressources illicites. Cela veut dire quoi? L'intérêt de l'Afrique, c'est de parler également de la lutte contre le blanchiment d'argent. L'intérêt de l'Afrique, c'est de parler de la vulgarisation, ou bien de la généralisation de ce qu'on appelle les registres sur les bénéficiaires effectifs. Donc, ce sont ces éléments déterminants, ces éléments fondamentaux qu'il faut impérativement, qui justifient l'organisation également de cet atelier avec l'Union africaine. Je pense que c'est un symbole. Avec la CODA, c'est un symbole. Avec Trust Africa, je pense que c'est un symbole. Le Forum civil, le panel, la coalition également des avocats panafricains. Je pense que tout est symbole dans la rencontre qu'on a organisée aujourd'hui. Donc, l'organisation de cet atelier, c'est de parler des problèmes africains, mais également par les Africains, sans mettre de côté, bien sûr, les agendas qui nous viennent également de l'extérieur, ou bien qui sont des agendas qui peuvent intéresser globalement l'Afrique, mais l'Afrique également a ses priorités. Naturellement, le monde, l'Afrique a besoin d'entendre des voix d'Ibrahim Sall. L'Afrique a besoin d'entendre des voix comme Swad. L'Afrique a besoin d'entendre des voix comme le doyen et le bâtonnier Akere Mouna. Nous pensons que leur déplacement également à ces rencontres-là, c'est pour porter la voix africaine. C'est pour mettre en avant, vulgariser les priorités également africaines. Naturellement, ils parleront des flux financiers illicites. Naturellement, ils parleront de la lutte contre la corruption. Naturellement, ils vont parler de l'affaire Glencore, qui doit interpeller l'ensemble des acteurs qui travaillent autour du secteur extractif. Donc, leur participation à ces rencontres-là, c'est des participations très normales, des participations salutaires, pour que la voix de l'Afrique dans le secteur extractif soit amplifiée, pour que la position africaine sur le recouvrement des avoirs criminels soit amplifiée, cette position soit connue, soit partagée. Je pense que c'est ça l'intérêt fondamentalement de tous les Africains. En fait, c'était une interpellation. C'est une interpellation des avocats africains pour qu'ils ne se limitent plus à des réactions. L'Afrique, les organisations de la société civile, les journalistes, les gouvernements ont besoin de ces juristes, de ces praticiens, de ces... l'Afrique a besoin de ces avocats pour porter la voix de la lutte contre la corruption. Mais également, il a besoin de ces avocats pour leur permettre d'utiliser leur droit d'agir. Nous avons besoin d'agir. Les organisations de la civile ont besoin d'agir dans un certain environnement. Parce que l'environnement est agressé à chaque fois qu'il y a de l'exploitation, surtout dans le secteur des mines. L'environnement est agressé quand il y a souvent l'exploitation du gaz ou bien du pétrole. Les populations également ont besoin de connaître leurs droits sur les ressources qu'ils doivent récolter de l'exploitation du gaz, du pétrole ou bien des mines. Donc nous avons besoin de ces avocats-là, mais quand ils constatent ou bien quand ils soupçonnent qu'il y a des indices de corruption dans des transactions qui sont effectuées entre des entreprises et des particuliers, des entreprises et des gouvernements, ou bien des particuliers et des entreprises. Donc nous avons besoin d'eux. Mais pour cela, l'interpellation, c'était de ne plus se limiter à des réactions, mais d'être proactif. Ça veut dire quoi? On a besoin d'avoir une situation de référence au niveau africain de l'ensemble des entreprises qui disposent des normes de conformité, c'est-à-dire des normes internes de lutte contre la corruption, des normes qui peuvent prévenir la corruption dans les entreprises, mais dans les relations également avec les gouvernements. Certes, au niveau international, vous avez des normes de l'OCDE sur la corruption,
sur la corruption concernant les fonctionnaires internationaux. Vous avez également la Convention de l'Union africaine de lutte contre la corruption. Au niveau de la CEDEAO, vous avez le protocole de la CEDEAO de lutte contre la corruption. Au niveau universel, vous avez la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Mais nous pensons que c'est des normes, c'est des dispositions qui ont besoin également de force pratique. Et la pratique juridique, fondamentalement, est entre les mains des avocats. Pas seulement, mais les avocats également jouent un rôle important dans la pratique du droit. C'est pourquoi nous les avons interpellés pour qu'ils ne soient plus dans la réaction, mais qu'ils soient dans la proaction pour permettre aux populations, pour permettre aux citoyens de maîtriser leurs droits et d'agir au bénéfice des communautés, au bénéfice de l'Afrique. Dans un premier temps, il faut être résilient mentalement. Il faut être résilient mentalement, il faut être résilient juridiquement, mais également il faut être résilient dans l'engagement. Je pense que c'est les trois messages que je voulais également partager avec les Africains. Je pense que c'est vrai que l'Afrique souffre de plusieurs pathologies. On souffre actuellement de la restriction de l'espace civique dans plusieurs pays africains. On souffre également dans certains pays de l'affaissement de l'état de droit. On souffre également dans certains pays d'un déficit d'indépendance de la justice. On souffre également de plusieurs phénomènes qu'on appelle également le phénomène du troisième mandat. En plus de cela également, on souffre de l'opacité dans les transactions qui sont effectuées dans le secteur extractif. C'est pourquoi les Africains ont besoin d'être résilients. Ils ont besoin d'être résilients mentalement pour affronter ces défis de lutte contre la corruption. Ils ont besoin également d'être résilients, résilients juridiquement, pour pouvoir agir au profit des populations. Mais également, ils ont besoin d'être résilients dans l'engagement, c'est-à-dire connaître, avoir le moral d'acier, mais également pouvoir intervenir, agir et non réagir.